Et salut à tous et bienvenue dans le podcast Multi-TCG. J'espère que vous allez bien et j'espère que toi tu vas bien. Ça va très bien et toi? Eh ben ça va très très bien, on se retrouve pour parler de l'actualité du multi-TCG, mais surtout dans ce podcast on pourra vous débriefer rapidement notre expérience au Master TCG qui s'est tenu du 30 juillet jusqu'au 2 août chez les joueurs du dimanche à Paris. C'était une très belle expérience et on y revient juste après les petits sponsors. Merci à la Belle Carte qui est l'endroit dans lequel on tourne, qui est notre boutique de TCG en ligne. Vous voyez derrière PL, il y a tous les racks de cartes là parce qu'on a pas mal de petits rangements et pas mal de petites cartes à l'unité, ça fait plaisir. Vous pouvez acheter vos différents TCG sur labellecarte.fr, ça nous soutient et vous avez le code VALEPL 2025 qui vous permet d'avoir 5% de réduction sur votre première commande. Si vous n'avez jamais commandé chez nous, déjà c'est dommage, mais en plus de ça vous avez 5% de réduction, donc ça fait plaisir. Allez y faire un tour, on a essayé un petit peu de rebouger le site. Il y a quand même pas mal de produits sur tous les TCG émergents, que ce soit l'Orcana en précommande pour Fable, que ce soit le dernier set de Star Wars, et sur les TCG émergés aussi. Et il y a aussi sur certains TCG émergés. On pense qu'on peut dire que Magic est un TCG émergé, il est plus émergent. On a aussi du Age of Eternities, donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Tout à fait. Big up aux copains de chez Gengenic, qui est notre partenaire accessoire sur l'année 2025. Si jamais vous voulez nous soutenir, vous pouvez donc les soutenir et acheter du Gengenic dans vos local game stores. Et puis enfin, petit big up à Voct, qui est une application d'enchères en ligne. C'est très simple, c'est une application sur laquelle vous allez avec votre téléphone, vous avez des lives, des streams en direct comme sur Twitch ou comme sur YouTube, et ce sont des gens qui vendent ou des produits ou des cartes. Nous on le fait 3 fois par semaine à partir de 19h. Ça marche sur PC aussi. Ça marche tout à fait sur PC. Si jamais vous mettez le code LabelCarte au moment où vous créez votre compte, qui est gratuit, c'est une application gratuite, vous avez 10 € offerts. 10 € offerts, c'est la moitié d'un booster collector sur Magic par exemple. Et au moment où vous regardez ce podcast le vendredi soir, je suis en live le dimanche à 19h pour un box break de Star Wars Unlimited 7.5 Légende de la Force Booster Collector. Ça va être exceptionnel, on vous attend nombreux. Mais sinon, globalement, vous pouvez venir régulièrement sur Vogt, on stream toutes les semaines. Ça fait plaisir. Merci également à ceux qui nous soutiennent sur Tipeee et ceux qui nous soutiennent via les souscriptions YouTube. C'est ça, on est parti, on va commencer par débriefer le Master TCG. Donc on rappelle ce qu'est le Master TCG, c'est 8 joueurs répartis en 4 équipes sur 8 TCG différents pendant 4 jours, un tournoi l'après-midi, un tournoi le soir, et à la fin on compte le cumul de points des 2 joueurs de chaque équipe pour élire le master, en tout cas l'équipe du master TCG. C'est un prétexte surtout à se retrouver entre créateurs de contenu, entre copains, passer un moment un peu colonie de vacances où on est tous au même endroit, et ensuite on se tape joyeusement. Voilà, quel plaisir. Oui, désolé, je vérifiais qu'on était bien en live, qu'il n'y avait pas un petit couac. Ouais, tout est bon. Exact. C'était la 2e édition du Master. C'est ça. Cette année, et les teams étaient modifiés par rapport à l'année dernière. Ouais, c'est ça. Tu peux les afficher d'ailleurs. Je peux refaire un récap. On avait la team possible, du coup, cette année, Rof, qui n'était pas avec Maxildan, qui était avec Hayley. C'est ça. Streameuse multigaming. Tout à fait. Plutôt... plutôt nouvelle dans le monde des TCG, puisqu'elle avait connu ça assez récemment et elle a dû beaucoup train sur différents TCG pour le coup. C'est ça. Team Quick avec Pedro et cette fois-ci Marie Grandjeu et non pas Petit Quick, justement Team Quick en hommage. La team Watch the Deck Burn avec votre serviteur et Maxildan, l'autre moitié des jours du dimanche, et l'autre moitié de la LP elle est ici avec Sylvia, créatrice de contenu jeux de société, et notamment l'Orcana, et un peu Altered aussi, Team Dolce Meta. C'était les 4 teams de cette année et c'était fort bien, fort agréable, fort rigolo, comme l'année dernière. On a mangé énormément de cartons, c'était vraiment des journées, on se levait le matin vers 10h, ça partait en training. Ensuite on avait des tournois de 6h l'après-midi et des tournois de 6h le soir. Quand tu fais pas le tournoi, tu testes avec les autres ou alors tu es au cast. Donc globalement, compilé en 4 jours, on était à peu près à 12 heures de TCG par jour. Les 3 premiers jours, hyper fluide, 36 heures de TCG, quand j'étais pas au cast je jouais, quand je jouais pas j'étais en tournoi. Et c'est passé comme une lettre à la poste, j'avais l'impression de vivre ma meilleure vie. Le dernier jour, une fatigue mentale. Ah ouais. Mais le soir, une fatigue mentale épuisée, quoi. Et en même temps, c'est ça, c'est quand vous faites un GP, vous voyez un petit peu ce que c'est de jouer tout le temps et tout, le côté marathon. Mais j'étais tellement excité que j'avais pas cette fatigue-là au début. J'ai vraiment adoré, notamment sur certains jeux qui m'ont particulièrement pris, comme Star Wars, et qui ont pris un peu l'ensemble du Master TCG, donc on jouait vraiment tous un peu en off et c'était vraiment très très cool. Mais effectivement, là, il faut redescendre un peu, on a vraiment beaucoup joué. Mais c'était très cool. On peut féliciter la team possible qui a remporté ce Master TCG. Pour retrouver toutes les games et tous les tournois, ça sera petit à petit mis sur la chaîne YouTube des joueurs du dimanche.
ou si jamais vous êtes sub à la chaîne de Maxildan, Tout vous est pouvez dispo aller les déjà voir si vous êtes sub, directement, évidemment. Mais sinon, il faudra attendre petit à petit. Ils vont dropper tournoi par tournoi. Et c'est la team possible qui a gagné avec une magnifique performance de Rofelos qui a gagné 3 des 4 tournois sur lesquels il participait. Et je souligne aussi une performance vraiment exceptionnelle de Hailey Ouais. qui, sans qu'elle Pas de soit, démérité du tout. sous-estimée, elle partait sur la ligne de départ avec le moins d'expérience Oui, de elle l'entièreté. était beaucoup moins attendue, c'est Voilà, sûr. de l'entièreté des joueurs de ce Master TCG parce que c'est simple, une semaine avant le Master TCG, elle n'avait joué à aucun TCG de sa vie à part un Nexus sur le tournoi Nexus qu'on avait fait en mai mais qui n'est pas vraiment un TCG. Ouais. Et donc elle a dû rattraper, de par le fait en plus que Rof n'a pas été un binôme exemplaire là-dessus, elle a dû Absent. rattraper énormément d'informations qu'on lui a disséminées nous tout au long du Master Mm. et elle a eu une capacité à engranger de l'information et de l'information TCG, c'est Ouais. tu vois, faut la trier, la traiter, la comprendre, l'assimiler et tout. Et franchement, elle a eu une capacité d'adaptation hyper smart en fait, et elle a fait quand même 16 points pour sa team. Donc elle est autant responsable que Rof de la victoire de la team possible. Vraiment impressionnant cette team quoi. Ah, c'est clair, c'est énorme, dont un beau 3-0. Hein. Le 3Z sur Gwent, effectivement. Ouais, mon 3Z qui a rapporté 10 points sur les 16. C'est ça. Et je l'ai vu à One Piece notamment. Bon, elle a malheureusement fait 0-3 sur One Piece, mais elle avait fait genre une game vite fait avec son deck, qui n'était pas en plus un excellent deck. Malheureusement, était dernier last pick pour le choix du deck One Piece. C'était une bagarre de précon. Et j'ai fait un match ou 2 avec elle, je crois, pas plus. Et je lui ai expliqué des choses, mais je lui ai pas expliqué en direct, je l'ai pas coaché. Je lui ai montré une game, comment ça se déroulait. Ah, elle assimile vite. Ouais. Et je lui ai dit 2-3 trucs. Je lui ai donné 2-3 tips. Et entre les questions qu'elle me posait ou les erreurs qu'elle faisait dans la game et quand elle a joué ensuite le tournoi, c'était plus la même personne. Hein. Donc elle n'était pas assez sûre d'elle, malheureusement, c'est ce qui lui a coûté quelques choix. Ou alors juste son deck aussi un poil plus faible que les autres. Hein. Ça y fait beaucoup. Mais je lui ai encore dit à la fin, quand on s'est affronté, mais la vitesse à laquelle tu assimiles, genre c'est impressionnant. Et je pense qu'elle a même pas conscience de la vitesse à laquelle elle assimile. Un petit peu parce je pense qu'elle sait qu'elle est fast learneuse, notamment parce qu'elle joue à beaucoup de jeux. Bien sûr, mais en fait, par rapport au manque de confiance qu'elle avait sur la game, je lui ai dit non, mais s'il y avait beaucoup de bons choix. Franchement, fais-toi plus confiance. C'est pour ça que je dis ça. Parce que tu as appliqué ce qu'on disait, ce qu'on s'est dit il n'y a pas longtemps. Quoi. En fait, quand tu n'as jamais joué au TCG, il y a plein de notions qui en plus sont contradictoires par rapport d'un TCG à l'autre. Et elle a su appliquer chaque notion dans un TCG précis, qui parfois diffère des notions d'autres TCG. Et elle a quand même, de base, accepté, comprise et maîtrisé certaines notions comme la tempo, le card advantage, être le joueur proactif, être le joueur réactif. Et ça peut demander des mois et des mois d'exercice sur un seul TCG. Et elle a eu une capacité d'apprentissage complètement folle. Je pense qu'à la fin des 4 jours, elle en pouvait plus. Parce qu'en fait, on était tous là, elle lui filait beaucoup d'infos. Mais... Elle a dit, j'en peux plus. Et quand on lui proposait de s'entraîner, elle disait non, on va jouer aujourd'hui, donc je ne m'entraîne pas. Ouais. Je vais assez manger de carton. Mais tu vois que ça shift à la fin parce qu'elle était en mode bon. Ouais, elle va jouer à Star Wars Unlimited. Quelqu'un pour jouer à Star Wars. Elle te dit Val, tu peux m'aider, je veux construire un deck Anakin. Let's go. Donc elle était bien embrigadée. Après, elle était très fan de Star Wars aussi, ça a aidé. Je pense que Hailey est officiellement une joueuse de Star Wars Unlimited. C'est incroyable. Même Sylvia lui disait non, mais il faut que tu y ailles, c'est ton jeu. Ouais, complètement. Complètement. Donc vraiment impressionnant cette team. Pour parler un peu plus de Rof, qui est le grand gagnant, puisque c'est celui qui a marqué le plus de points sur le Master TCG. Lui, il est arrivé 11 sur 12. Hein. Ouais, il est arrivé pas préparé. Et il a vraiment rossé, il a été très bon. On lui a parfois un peu tiré la manche pour se moquer de lui en disant qu'il high rollait beaucoup, le high rough comme on disait. Ce qui n'est pas faux, mais cela dit... Il faut de la chance pour gagner un tournoi. Voilà, en fait, si tu high roll mais que tu joues mal, tu ne vas pas convertir ta chance. Là, il a quand même eu, à son crédit, le mérite de pousser... Ah, je rigole. Oh non, je remets une petite. Le mérite de pousser les cartes de manière tout à fait droite, notamment sur un jeu comme Flesh and Blood, qui est un jeu qui maîtrise pas tant que ça. De fou. Et quand bien même il a eu le high roll, il a fait vraiment peu d'erreurs. Mais il avait le héros pour high roll. Hein. Il avait le héros pour high roll, bien sûr, mais si tu pousses pas à l'endroit, il s'est mis en position de... Tu pousses pas à l'endroit, tu gagnes pas. Et il a converti entre guillemets cette chance sur quasiment tous les TCG. Ouais. Franchement, il a été impressionnant. Autant il avait vraiment sous-performé l'an passé, autant là il a peut-être un peu surperformé. Mais la vérité, elle est plus proche de ce qu'il a fait cette année que ce qu'il avait fait l'an passé. Donc très propre, ils méritent leur victoire, même si c'est évidemment de gros chatards, on l'oubliera pas. Quoi. Oui, ouais. Moi, je retiendrai que les coups d'éclat de chance. Hein. Mais je vois, en tout cas, il y a une justice, parce que
le TCG où il s'est le plus entraîné, où il a le plus d'expérience. C'est celui où il a pas 3Z. Et où il a aussi chaté un peu à l'ouverture. C'est celui où il 3Z pas, c'est Magic. Donc je me dis, c'est bon, le destin est... Je lui ai dit, tu t'es entraîné à Magic, c'est impossible que tu 3Z. Mais voilà. C'était écrit. J'ai incarné le destin sur cette partie. C'était écrit. Et du coup, on se moquait un peu de lui et tout aussi en disant que c'était pas le teammate de Hailey, mais son mercenaire, parce qu'il faisait juste les points. Et c'était nous tous les teammates de Hailey, parce que forcément, on l'aidait un petit peu à maîtriser certains TCG. Quoi. Ouais. Bon, c'était assez rigolo, vous l'avez compris, hyper bon enfant. Dès qu'on n'était pas à la caméra, on était tous en train de jouer chez Maxildan. Gros big up, il faut quand même le dire à Max, qui nous accueille chez lui pendant 6 jours. Et l'orga. Il faut accueillir Rof 6 jours d'affilée chez toi, quoi. Oui, après ça, il le fait régulièrement. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc il est habitué. Mais non, qui nous accueille comme ça, qui nous nourrit, c'est exceptionnel. Et puis on passe au-delà, encore une fois, du contenu concret. Juste, moi j'ai vécu un bootcamp fun d'une semaine, pur plaisir, quoi. Et franchement, il refait ça tous les ans, j'y vais tous les ans, quoi. J'ai l'impression que la formule est rodée. Ça commence à être pas trop mal. Ouais. Donc c'est pas impossible que ça ait lieu tous les ans, effectivement. Mais je veux pas annoncer des trucs, c'est lui qui organise, attention. Ça dépend aussi de votre retour. Allez voir les vidéos YouTube, faites des stats. Encore une fois, c'est les éditeurs qui paient aussi pour qu'on puisse avoir accès aux cartes et compagnie pour certains d'entre nous. Donc, plus ça a de la réussite et plus ça a vocation à être remis en place. Donc, il y a aussi le succès de l'événement qui détermine la remise en place l'année d'après. Je pense que ça reste quand même des événements successful, mais il ne faut pas lâcher, quoi. Donc, si jamais vous n'avez pas vu ça et que vous voulez nous voir jouer, rigoler, passer un bon moment, c'est sur les réseaux, sur Instagram et sur Twitch et YouTube. Au niveau de la préparation, il y avait quand même un jeu que tu maîtrisais peu, que tu avais dans ta line-up, genre Flesh and Blood. Je pense qu'on peut en parler un peu parce que moi je t'ai commenté, je t'ai casté et ça a joué. Hein. Ça a joué. Ça a joué. Est-ce que tu étais fier de moi? Complètement. Genre le niveau que tu as. En fait, tu avais un deck qui effectivement était un petit peu en dessous, je trouve, des autres joueurs. Je pense que ton seul match-up vraiment attrapable, on dira que c'est Pedro, mais en fait, le problème c'est que ton match-up attrapable, c'est le meilleur joueur de la salle. Et voilà. Donc c'est trop compliqué. C'est ça. Mais genre contre Max et Rof, t'as pas démérité, si ce n'est malheureusement ton deck qui est un peu derrière. Mais t'as bien poussé, quoi. Le Lancelot, il a taffé. Hein. Eh ben merci. Et t'as taffé aussi, quoi. Je remercie encore une fois le Lancelot. T'es mal payé sur Fab, en fait, sur ce que t'as accompli en termes de step-up. C'est ça. C'est un peu ça. Enfin, je trouve aussi que j'aurais pu faire une petite win de plus, tu vois. Mais ça se joue pas grand-chose. Ça se joue pas grand-chose. Fallait que Pedro soit moins bon et Rof moins chaud. Ouais. Mais Rof, je pense que le match-up, même sur quelqu'un qui pousse pas très bien, compliqué. Parce que vraiment, il m'a éclaté sur moi l'après-midi, en jouant contre toi, j'ai pas très bien poussé et ça passe quand même, quoi. Voilà. C'est quand même pas évident. Pour vous rappeler, du coup, Fab, c'était chacun, on avait 2 armory decks à choisir dans un ordre préétabli et j'étais du coup 4e, donc j'avais le choix de prendre 2 armory decks d'affilée. Donc j'ai pris Jarl et Gravy Bones. Gravy Bones pour pas que quelqu'un le prenne parce que c'était ingérable pour moi en tant que Jarl et pour faire peur aux autres aussi. Et Jarl parce que j'allais m'entraîner qu'à ça. Ces choix-là, c'est Lancelot qui me les a donnés parce qu'au moment en fait où je dois pick, j'avais pas bien compris comment ça allait se passer et en gros quand j'apprends que je vais être dernier pick, les 3 autres avant moi prennent les 3 decks sur lesquels je m'étais déjà renseigné, un peu entraîné. Donc en fait, je me retrouve à ne plus avoir de choix. Donc c'est pour ça que je demande à Lancelot, genre, je dois prendre quoi? Il reste ces decks-là, je ne sais pas, j'en connais aucun. Qu'est-ce que je fais? Enfin, je connais 2 noms, quoi, mais c'est tout. Il me dit, je pense que la strat, c'est de prendre ça et ça, et on va taffer. Et du coup, on a taffé, on a fait plusieurs sessions Talichar. Il m'a fait un PDF, genre, le lendemain de ma phase de pick, j'ai un PDF le matin de 10 pages avec les match-ups, avec les cartes, un peu les match-ups, mais surtout le deck. Comment je joue le deck, ces cartes-là, elles servent à ça sert à ça. Tout ce qui me parle pas, c'est que c'est des blocs ou des bleus, donc des pitchs. Et du coup, il m'a vraiment très très bien coaché là-dessus. C'était quand je l'ai lu, j'étais en mode, je suis perdu. Donc tu m'avais eu en vocal juste entre les deux, où je t'ai dit, là, je ne peux rien faire. Je sais pas quoi faire. Je sais jouer le deck. Je vais pouvoir proposer un gameplay, ce qui était le plus important pour moi, qui va être on dirait pas que le mec il vient de sortir le deck de la boîte. Il sait un peu jouer au jeu. Je me suis dit ça va être dur, mais on y va. Et du coup, je me suis entraîné contre les différents match-ups. D'ailleurs, je me suis particulièrement entraîné contre le deck de Max qu'il n'a pas joué. Donc au final, dans mon entraînement... Ça, j'ai une anecdote un peu amusante, moi, qui m'a mis dans une situation un peu délicate, un peu nulle, avec cette anecdote-là. Si on en parlait, en fait, ça t'obligeait à ne pas en parler avec Max, quoi. En gros, je raconte l'anecdote maintenant. En fait, tu me fais comprendre, parce que nous, on se voit tout le temps dans la vie, on discute et tout, tu me fais comprendre très nettement, voire même, tu le caches assez peu, mais je pense parce que tu me fais confiance aussi,
que tu ne sais pas jouer ou que tu ne vas pas jouer Gravy Bones. Ouais. Et en plus, moi, dans la voiture, quand Max vient nous chercher, tu l'incites fortement. J'utilise mes outs. Mais normal. Mais du coup, moi, j'ai le décryptage, tu vois. Ah ouais. Tu l'incites fortement à jouer Boltyn en lui disant que si jamais il pique Azalea et que toi, tu mets Gravy Bones, il a instantanément perdu. Mais sauf que moi, ce qui est vrai, tu noteras que je vais faire tout le temps des réflexions sur les match-ups et jamais sur mon niveau. Je lui ai pas dit je suis trop fort à Gravy, je lui ai dit si ça se passe comme ça. Exactement. Sauf que moi, au moment où tu fais ça, j'ai la prise de recul de mais je sais qu'il a pas joué Gravy Bones. Effectivement. Parce que t'as pas le temps de jouer à la fois Jarl et Gravy Bones convenablement. Encore tout noir. Salut Akam. Parce que t'as pas le temps de jouer. Tu sais pourquoi? C'est les lunettes qui font pas le focus sur tes yeux parce que la caméra est focus sur toi. C'est pour ça que c'est tout noir. Ah ouais. Bon, c'est pas très grave. Je vais les garder quand même. Et donc moi je sais que t'as pas le temps de jouer Jarl et Gravy Bones convenablement et que surtout en plus en tant que nouveau joueur, franchement Gravy Bones c'est le mauvais plan. Ah ouais. À demi-mot en vrai tu me confirmes que t'as pas joué Gravy Bones et donc Max il est obligé de respecter un deck que tu ne joueras pas. Et moi je sais que tu vas pas le jouer. Et donc quand je parle avec Max, je suis là en mode putain c'est mon teammate, mais en même temps je peux pas trahir PL sur une info que je suis pas censé avoir. Et donc en fait quand Max il me dit je vais switcher sur Boltyn pour parce que j'ai trop peur qu'il m'attrape avec Gravy Bones, dans ma tête je suis là en mode frère switch pas quoi, je t'en supplie switch pas. Je t'en supplie switch pas. Ne fais pas le choix logique. Mais je peux pas lui dire, donc j'essaie juste de lui dire en mode ok mais t'es sûr de toi, tu maîtrises le match-up, t'es sûr qu'Azalea c'est pas bien, tu vois, j'essaie quand même de lui dire. Et si jamais il prend l'autre? Et si jamais il prenait l'autre? Non, parce que dans la voiture, il a essayé de t'inciter et tout, et en même temps, je peux pas lui dire factuel. Et puis bon, après, j'ai abandonné, je voulais pas non plus lui dire je sais un truc que tu sais pas. Ouais. Du coup, il a pris ce qui aurait dû être le cas si jamais moi, j'étais pas dans l'équation. Il a pris Boltyn et il a perdu comme un grand, et c'était très bien comme ça. En plus, il avait, on m'a dit, les clés de compréhension du match-up pour... Oui. Il connaissait pas mon deck, mais il savait comment le battre. Et malheureusement, ça s'est pas bien passé dans la game. Il a pas mis en place. Il savait que double Lumina, qui est une combo dans Boltyn, c'est une association qui marche dans son deck, mais il savait pas que c'était bien contre Jarl. Ou alors il a pas retenu. C'est ça le problème. Moi, il m'a dit, je sais que ça existe, mais je sais pas qu'il fallait faire ça contre Jarl. D'accord. Moi, il me semblait que Nightcrash lui avait dit. Mais entre ce que Nightcrash lui a dit et tout ce qu'il a retenu. Oui, de toute façon, il y a beaucoup d'infos. Il y a eu beaucoup d'informations. Il y a 4 jeux et tout. Donc, moi, j'étais vraiment dans une situation en mode bon, là, je sais que Max, il prend son 0-3 et je peux un peu rien y faire, quoi. J'étais entre les deux. Bon. Bah non, c'était le premier match. Donc, pour l'instant, au moment où il pique, tu sais pas. Oui, mais c'est qu'il va perdre s'il prend Boltyn. Contre moi? Ouais. Contre Jarl. Il y a des chances. J'avais fait le match-up déjà, moi. Je me suis dit, si jamais il prend pas Azalea et qu'il prend Boltyn, il faut que je sache jouer. Mais en vrai, il a pas si mal joué avec Boltyn. Il m'avait défoncé Lancelot. Si t'avais double Lumina, je pense qu'il pouvait la prendre, franchement. Lancelot, il m'avait rien dit. Il m'a dit, fais le match-up, je t'explique juste ce que font mes cartes. Il m'a mis double Lumina un tour. Et il m'a effectivement défoncé. Mais la notion de soul qui se charge, c'est très unique à Boltyn. Ouais, complètement. Ça m'a donné envie de jouer le deck. En vrai, le deck est trop cool. Mais j'adore. Le deck est incroyable. Moi, en fait, j'adore les mauvais decks de flèches. Ouais. C'est malheureux. Non, mais en fait, Boltyn, c'est le plus mauvais deck, le plus apprécié de Flesh and Blood. Et j'ai jamais trop compris en mode, mais pourquoi les gens adorent Boltyn? Ça a l'air éclaté. Parce que c'est stylé. Et en fait, le jeu est trop bien, quoi. C'est stylé de fou. Enfin voilà, c'était assez marrant comme anecdote. Et ça s'est soldé par une victoire contre Maxildan qui était méritée. Pour le coup, tu maîtrisais mieux son deck que ce que lui maîtrisait le sien. Et après, par contre, c'est pas passé contre Roth et Pedro. Non, Pedro, ça joue à 4 PV. Je sais pas s'il y a eu des petites erreurs, mais en vrai, là où je me fais attraper... lui, on n'a fait aucune. Voilà, là où je me fais attraper, c'est la carte en un exemplaire de son deck qui lui permet de faire en gros une phase de bloc complète, une phase d'attaque complète. Somersault, électromagnétique Somersault, qui est cassé complètement. Et d'ailleurs, juste après, pas longtemps après, je demande à Lancelot, au fait, c'était joué en compétitif. Il me dit, bah ouais, x3, c'est complètement pété comme carte. Je fais, ok. Évidemment. Ça a été banni en Living Legend. En fait, c'est une carte qui a été pensée pour être. On n'avait pas le chat, on vient de vous récupérer. Ça a été pensé pour être une carte défensive, sauf qu'en fait, en Living Legend, c'était utilisé pour être une carte offensive dans Starvo qui renvoyait juste des grosses attaques, quoi. Ah ouais, ils ont pas. Ils ont pas tout bien pensé, quoi. Désolé le chat, on vient de. Désolé, vous avez pas. On s'est dit ils sont calmes, personne parle. Mais c'est pour ça qu'à un moment, t'as vu, j'ai fait play pause. Lancelot, il dit en vrai, Max, il doit jamais piquer Asa contre PL parce que même Jarl avec son stuff, c'est pas facile. Oui, mais si Asa est un meilleur deck, c'est un meilleur deck et il le joue mieux. Ouais, moi je pense qu'il aurait. Si jamais j'avais pu transmettre les informations que j'avais à Max, j'aurais dit non, mais joue Asa, te pose pas de questions, quoi. Tout à fait. Donc ouais, prépa, encore merci à Lancelot. Tu vois, je sais même pas qui était dans le chat.
On l'avait pas vu le L. Non, mais il a été bon. Donc ouais, franchement, prépa. Et ça m'a fait kiffer Flèche. Alors, pas que j'aimais pas, j'ai déjà joué au jeu. Ouais. J'aime le jeu. Non, mais t'as été un peu plus loin, quoi. Voilà, genre le gameplay gardien, je me dis, putain, ça c'est un truc. C'est ce que j'allais te dire. Joueur de contrôle. Tu as été découvrir le plaisir des gameplay gardiens. Parce qu'en fait, à Flesh and Blood, c'est un jeu comme ça, là, qui récompense à enchaîner des attaques. Coup de poing, coup de pied, voilà, ton personnage il tape. Et tu dis, putain, gardien, je fais que bloquer. En fait, dans Flesh and Blood, bloquer, c'est comme attaquer. Tu fais la même value sur tes cartes. Gardien, c'est pas que bloquer, c'est lever le bouclier à moi. Et après, PAM tu vois, un gros coup de massue sur le crâne. Et en fait, crâne. en plaisir de jeu, c'est quasiment égal au fait d'être le joueur proactif qui attaque. Parce que ton oppo, il attaque, bah toi, tu défends. Ton oppo, tu diminues l'attaque adverse pour proposer une seule grosse attaque. Et toi, tu défends. Et c'est moins frustrant que de jouer contrôle à Magic. Parce que contrôle à Magic, rien à voir. Tu joues pas de personnage sur le board, tu fais que vrasser ou contrer. Non, là, je trouve que c'est dynamique un gameplay gardien dans Flesh and Blood, et c'est contre-intuitif quand tu le sais pas. Ouais, tout à fait. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup jouer gardien, pour le coup. C'est grave cool, c'est grave intéressant comme gameplay. Je connaissais, mais je l'avais jamais joué. Ouais. Je l'avais un peu subi. J'avais joué contre toi à l'époque où tu faisais bloc, 4 points à toi. Ouais. Et genre au début, parce que moi là je stackais mon second cycle, ce qui n'est pas le cas avec Jarl. Et du coup, j'étais en mode oui, bon, je vais trouver un moment où je peux m'insérer, je peux mettre une flèche. Et j'étais en mode putain, c'est hyper chiant quoi. Tu fais que ça quoi. Moi, je faisais bloc, je mets 4, bloc, je mets 4. Ça. Il fait que tu gardes qu'une carte. Ouais. Moi, il fallait que j'en garde 2. Il fallait que j'en garde 2 pour pouvoir stacker à chaque fois une rouge, une bleue. Et du coup, je pouvais payer le Hero Power plus je te mettais 4. Et donc en gros, je faisais 6 de bloc, 4 d'attaque, ça faisait que 10. Par contre, mon second cycle, il mettait Marseille. Il mettait des insineries si jamais j'arrivais au second cycle. C'est trop bien, gardien. En vrai, c'est je trouve une des classes de Flesh and Blood qui est la plus cool à jouer pour le coup. C'est trop cool. Bah, d'ailleurs, c'est marrant, mais je crois que c'est les trucs que j'aime le plus dans les MMO. C'est genre archer. Donc, c'est par quoi j'ai commencé. Et j'adore toujours le gameplay. Et ensuite, c'est les classes un peu tank. Un peu tank gardien. Et du coup, en fait, je m'y retrouve exactement sans chercher à jouer ça particulièrement. Oui, tu t'y es retrouvé là par la force des choses et tu t'es rappelé en mode c'est trop bien. gameplay que j'aime bien quoi. Donc c'est bien fait, bravo encore Flesh and Blood. Ensuite, on en était où? Débriefer le master? Préparation? Ouais, préparation. Bon, ça en vrai, on avait déjà un peu parlé de la préparation. J'avais juste pas parlé de la préparation Flesh and Blood. Ouais, en gros, toi, le gros de ta préparation, c'était Fab, puisque Nexus, t'avais pas le jeu et tu t'étais entraîné comme tout le monde. Je pouvais pas m'entraîner. Au mois de mai, quoi. One Piece, tu t'as fait la préparation. J'ai fait comme toi, des petites games avec Nico. Ouais, exactement. Pour le coup, en fait, je pouvais pas faire 1 milliard de games parce que tu résous vite. En tout cas, j'avais la sensation d'avoir vite résolu le truc. Je pense que j'ai été dans le bon. Ouais. Et Magic, c'est le jeu où j'ai voulu m'entraîner 1 mois à l'avance, où ils ont enlevé le mode sur Arena. Donc j'avais fait 1 ou 2 drafts, mais je sais que c'est pas du tout pareil que du scellé. J'avais regardé des stats sur 17 Land, tous les win rates étaient supérieurs à 50%, tout gagné en fait. Ouais. Donc je comprenais pas les stats, j'ai fait bon, on verra. Et au final, sur Magic, j'ai fait 2-1. Je perds contre Pedro qui joue bien et qui a un super pool. Il avait un Rakdos il a un Rakdos Spellsinger bien défensif, mais il a pas de grosses bombes si tu omets son Sephiroth, mais on l'a vu qu'une fois. En fait, son deck gagnait sans Sephiroth. Ouais, il avait aussi une autre carte qui était forte, je me rappelle plus ce que c'était. Mais ouais, en gros, c'était juste un pack très synergique. Mais en vrai, les meilleurs packs en CD, c'est pas ceux qui ont des spoilers. Ouais, juste très synergique. Il avait un bon Rakdos Spellsinger. Quoi. Typiquement, il avait 2 fois l'anti-bête rouge, qui met 2 ou 4. Ouais, magie du feu. Voilà. Et ça, moi j'en avais 0 par exemple. Et ça, c'est super fort comme carte. C'est très intéressant de l'avoir. Et donc, des multiples de bonnes cartes, ça fait des très bons packs. One Piece, je fais 1-2, ça se joue à pas grand chose contre Pedro. Il trouve beaucoup de triggers et malheureusement, je trouve mes bloqueurs dans le mauvais ordre. Okay. Donc ça se joue un peu à ça. Le match-up est pas évident, même si je le connaissais. Et contre toi, bon, parce que ça s'est vite soldé. Malheureusement. Le match-up, il est pour Bonnie, mais le deck Yamato est beaucoup plus fort out of the box. Et donc, du coup, ça recadre le fait que tu es le match-up. Si jamais on était à puissance égale, Bonnie, ça a détruit les stratégies comme Yamato, parce que tu as trop de bloqueurs, trop de défense. Ouais. Sauf que comme out of box, Yamato, c'est le 2e meilleur deck derrière Baggy, bah en fait, du coup, même si tu as le match-up, mais que le deck il est plus puissant en face de toi, ça vient un petit peu conflict, quoi. Ouais. Et le petit souci aussi, c'est qu'il a eu 2 Kikunojo qui lui ont donné des PV en plus. Au moins 1 PV, voire 2. Ouais. Après, ça, c'est pas trop grave, puisque c'est toi le deck tanky, c'est toi le deck défensif. Mais j'ai pas, dans le deck de base, t'as pas de late game. T'as que la carte à 10 que j'ai pioché trop tard. De bipo. Et la carte à 10, elle n'est jouable que si tu as un Uruge
qui te permet de détap un don. Sinon, tu ne peux pas Sinon, utiliser tu ton peux pas leader. utiliser ton hero leader. Ouais. Du coup, c'était un setup particulier et je l'ai pas eu dans cette game-là. Ok. Ce qui fait que justement, ces PV en plus, c'est les petites phases d'attaque qui me manquent à la fin, quoi. Ok. Voilà, voilà. Pour mon Master TCG, c'était cool. On finit dernier avec Sylvia, malheureusement. Sylvia Je qui fais, est pas du tout payé, malheureusement, qui non, fait très peu de elle points. a vraiment eu pas de chance sur pas mal de games. Et peut-être aussi. Je pense que ces decks étaient moins optimisés Ouais. que d'autres decks. Je pense. Alors, c'est marrant parce que ces decks Star Wars, moi je les ai regardés parce qu'on partageait les decks Ouais. avant les matchs. Son deck Vador, c'était le meilleur Vador de toutes les line-up Mirror. Ok. Parce qu'elle avait 3 barrages dévastateurs Mhm. dans son deck qui ne sont des cartes que pour le Ouais, Mirror ouais. de Vador. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh putain, j'espère que j'ai pas tagué le Mirror de Vador. Par contre, son Han était quand même beaucoup Moins moins. petit. Moins TK aggro en fait. Hmm. Il n'était Ouais. pas assez TK aggro comme le mien qui était très TK aggro. Et pareil, je trouve que sur l'Orcana, ces decks étaient pas du tout assez respectueux des match-ups agressifs. Ouais. Et je pense que dans un Master TCG, avec beaucoup de gens qui doivent découvrir ou appréhender des TCG qui maîtrisent peu, moi, mon parti pris, ça a été de dire qu'il y allait avoir énormément de match-up agressifs. Et je pense qu'elle a été un peu punie sur ces trucs-là, tu vois. Ouais, pour le coup, il y a que Marie qui joue pas. Sinon, toi, Rof et Sylvia, vous jouez régulièrement. Donc, ce parti pris Oui. de dire il va y avoir des aggro, c'est plutôt à cause de la répartition des couleurs et pas pour les joueurs. En fait, Et il y a, joueuses. il y a aussi le fait que comme c'est du double deck, Hmm. t'as de grandes chances quand même qu'il y en ait Il y un a des un deux des qui deux qui soit soit plus aggro. aggro, Et ouais. s'il est aggro et que tes deux decks peuvent les bloquer, bah du coup, tu fermes le rideau, quoi. Suivant comment tu tags, ouais. Et bah non, dans tous les cas, puisque tu dois forcément valider ton deck. Donc si jamais tes deux decks, toi, ils Ah oui, invalident si t'es aggro. deux decks, bah, Exactement. t'aggro. Oui, oui. Donc moi, en tout cas, ma théorie, c'était que il fallait que tous mes decks soient respectueux d'aggro. Il n'y a pas de side en plus. Hmm. Donc c'est pour ça que moi, j'avais des bombing runs dans mon deck Han. J'ai essayé. J'avais un seul barrage dévastateur dans Dark Vador. Quand je suis arrivé, j'aurais bien voulu en rajouter, mais avec Max, on a défini qu'on n'adaptait pas nos Ouais. decks aux decks des autres. Je ne l'ai pas fait pour le coup. Mais je pense que ce qui a le plus pêché à Sylvia, je pense, c'est son manque d'adaptation à aggro global. Peut-être, ouais. Peut-être. Elle finit Sylvia en 1-12 avec une victoire sur Alter, en 1-11, pardon. Ouais. Une seule victoire sur Contre Alter. moi, et contre une toi. victoire où elle m'a vraiment déroulé. Pour le coup, elle joue très très bien son trade. BO1, c'est sur Alter. Ouais, ce qui est en plus hyper frustrant, c'est qu'elle perd sa première game contre Roth en jouant un Mirror d'Afanas, Ouais. alors qu'elle joue trop bien Traced. Et que Traced, c'est un match-up qui est très ok contre Afanas. Je sais pas pourquoi elle a pas joué Traced. Ouais, peut-être elle s'est pas fait confiance sur le. Je pense qu'elle s'est pas fait le confiance, choix. ouais. Et elle aurait C'était son premier largement match. pu. C'était son premier match. Ah ouais, Ouais. je pense qu'elle s'est dit je vais prendre Afanas, c'est meilleur deck entre guillemets. Et... Ouais, mais enfin Traced, c'est pas du tout loin, pas loin. de. Ouais, non, pas du tout quoi. Je pense qu'elle aurait dû se faire confiance sur Traced Ouais. avant quoi. À fond. Donc ouais, on finissez deuxième, vous, du Ouais. Master. On finit deuxième avec Max qui fait 0 points sur Magic et 0 points sur Fab, ce qui est un peu dommage. Je pense qu'il Ouais. s'en veut un peu parce que je pense que c'est les deux TCG qui lui tenaient le plus à cœur et sur lesquels il s'est le plus entraîné. En fait, les autres, c'est un peu des CCG, des jeux de société, et il est assez à l'aise de base là-dessus, Ouais. que ce soit Gwent ou Nexus, donc il n'avait pas trop d'entraînement à mettre dessus. Et effectivement, il a fait 2-1, 2-1 à chaque fois. Ouais. Il a fait ses 12 points. Sauf que pour Magic et Flesh and Blood, c'est des jeux auxquels il joue pas tout le temps et sur lesquels il a du coup pris le temps de s'entraîner en amont et il n'a pas été récompensé là-dessus. Donc je pense qu'il était un petit peu déçu et effectivement, ces 0 points pris sur deux TCG, ça nous empêche totalement de rattraper Roth et Hayley qui eux ont vraiment bien capitalisé chacun dans leur coin. Ouais. Et moi, en termes de préparation en amont, j'ai tout préparé sauf l'Orcana. Je m'en veux un peu d'avoir trollé sur l'Orcana et mon score est logique. Je fais 2-1 parce que j'ai ramené des listes un peu troll. J'ai essayé de trop tecker le méta et Ouais. je me suis fait attraper, quoi. 2-1 sur l'Orcana, c'est très propre déjà. 2-1 sur n'importe quel jeu, c'est bien. Complètement, mais je veux dire, je peux aussi prétendre à 3-0, tu vois. Juste Oui, là, oui. il se trouve que j'ai fait 2-1, Ah, ouais. mais que avant même de jouer les games, le soir quand j'arrive, Mhm. j'ai troll l'Orcana, j'ai pas fait de game et j'ai pas ramené des decklists Oui. que j'estime être les meilleurs du qu'en format. fait, tu fais un meilleur score que ce que tu aurais dû avec ta line-up, Exactement, alors que tu étais plus proche du 1-2 peut-être, exactement. et en prenant d'autres decks, tu aurais fait 2-1 voire 3-0. Exactement. Ouais. Donc du coup sur l'Orcana entre guillemets j'ai troll, je mérite le score que j'ai et je mérite pas mieux entre guillemets. Sur Altered c'est un des jeux sur lequel je me suis le plus préparé. Ouais. Je reviendrai sur ma préparation en détail dans un stream qui apparaîtra cet après-midi et qui sortira en vidéo sur YouTube, Ouais. où vraiment je proposerai toute la tech et entre guillemets les insights que j'ai eu en amont sur chacun des choix des line-up et compagnie, mais rapidement sur Altered c'est un des jeux dans lequel je me suis le plus entraîné parce que j'avais le plus de retard globalement, c'est le jeu auquel je joue le moins. J'aime beaucoup le jeu mais j'y joue quasiment jamais compétitivement, donc là pour le coup j'ai eu deux coachs qui m'ont pas coaché in-game mais qui m'ont juste
Et en fait, ils ont théorisé avec moi les decks que j'allais jouer et ils m'ont donné entre guillemets des textures de match-up pour savoir comment je devais me positionner contre tel ou tel deck. Donc Pava et Tempête, merci à eux. Et tu as un troisième coach. Et j'ai eu un troisième coach parce qu'il y a Marco qui était sur place évidemment et j'ai Caleb qui a fait une game avec moi en live, qui est créateur de contenu. Qui était très sympathique. Mais globalement, j'ai fait qu'une victoire sur Altered parce que j'ai fait des erreurs. C'est le TCG que je maîtrisais moins bien. J'étais moins bon que mes adversaires. C'est un peu frustrant sur la game contre Folos parce qu'on fait tous les deux des erreurs. Et c'est lui qui gagne à la fin parce que mathématiquement son deck est meilleur. Sauf qu'au moment où Rof fait des erreurs, du coup, si moi j'en avais pas fait, j'aurais pu gagner ce match. Donc ça reste quand même de ma faute. En fait, j'ai pas capitalisé sur les erreurs de mon oppo. Il a fait des erreurs, j'en ai fait, c'est lui qui gagne. Et donc, du coup, ça m'enlève 3 points. Mais contre Sylvia, j'ai rien à regretter. Et la game contre Marie était intéressante. Donc, je crois que c'est le TCG sur lequel j'ai fait le plus d'erreurs. Donc, je mérite le moins de points. C'est franchement logique respecté sur Altered, quoi. Je fais 1-2 sur Altered. 2-1 sur Lorcana. Et après 3Z, 3Z sur les deux derniers. 3Z, 3Z. Qui étaient les deux TCG que je maîtrisais le mieux. 1, parce que je les avais préparés. Et 2, parce que j'y joue quotidiennement. Donc que ça soit Star Wars, même si Star Wars j'ai vraiment repris au 7-5, mais j'avais quand même le background du 7-4. Tu vois, j'y joue même compétitivement, je faisais des Store Showdown et tout. Je suis assez à l'aise avec le jeu. En plus, il y a des jeux avec lesquels tu es plus à l'aise que d'autres. Autant Altered, mon cerveau ne fit pas hyper bien avec. Autant Star Wars, je me sens particulièrement compétent quand j'y joue, quoi. Et donc ça s'est bien passé. J'avais bien préparé, même si j'avais pas une si bonne line-up que ça finalement. Mais ça, on l'a su qu'après les Galactiques. Et j'ai pas changé mes decks post-Galactiques. Si j'avais pu changer, je pense que j'aurais changé de line-up. Mais juste le fait d'avoir plus d'expérience que les autres, ça a suffi à Star Wars pour la victoire. Même si j'avais quand même un peu peur de Pedro, je voulais pas trop le nourrir en off. Même si je faisais quelques games, c'est l'ambiance du Master, fallait pas trop. Il avait une bonne line-up, donc une line-up même taguée contre la mienne, donc je voulais pas trop le nourrir, quoi. Et puis sur One Piece, j'avais le meilleur pick, donc il fallait juste travailler à 1, pas faire d'erreurs, et 2, connaître les deux match-up. Une fois que j'avais les match-up et que je faisais plus les erreurs, normalement je devais faire les 3 points. Mais c'est ça où c'est hyper pressurisant, c'est que comme tu as le meilleur deck, tu as un résultat attendu. Exactement, tu as le résultat attendu, tu as vraiment peur de te planter. Donc pour le coup, j'avais vraiment fait en sorte de, ok, si ça se passe bien, je dois gagner, mais il faut pas que je me plante. Je me suis pas planté, tant mieux. Donc ça nous fait pas mal de points pour le coup, mais impossible de rattraper Rof et Ailey. Ouais, effectivement. Ça se joue quand même pas grand-chose. Il y a un monde où c'est possible sur le dernier jeu. Quand bien même, ils avaient beaucoup d'avance. Mais... Je fais 29 points et Rof en fait 36. Et Max fait 12 points et Ailey en fait 16. Donc ils sont quand même très devant. Ouais, mais au final, s'il perdait tous ses matchs, Rof, et que Max gagnait tous les siens. Non, mais sur le dernier jeu. Ouais. Tu vois, jusqu'à la fin, au dernier jeu, c'était encore jouable. Donc quand bien même, on a l'impression qu'ils menaient largement tout du long. C'était pas joué jusqu'à la première game de Rof sur Magic. Alors je crois qu'ils pouvaient gagner une et Max en gagner les 3, c'était bon. Selon les calculs. Mais bon, je répète un peu ce qui se disait là-bas. Il me semble pas, parce que quand Rof a gagné son premier match, on l'a officiellement salué et félicité comme étant le gagnant du Master. Parce que le premier match, c'était moi contre Max et je l'ai battu. Ah oui, voilà, c'est pour ça. Donc en fait, exactement. Là, c'était... C'est ça. C'est parce que tu avais battu Max, il pouvait plus faire 3-0. Donc le scénario, c'était une victoire Rof, 3 de Max, ou alors 2 victoires de Max, 0 de Rof. Exactement. Donc du coup, dès lors qu'il a gagné sa première victoire, on savait qu'il était... Exactement. Gagnant du Master avec Ailey. Donc non, c'était super, on s'est bien amusé, on espère qu'on pourra refaire ça l'an prochain et arrêter avec Gwent et Nexus, là on veut jouer à des vrais TCG. Nexus, franchement c'est le plus ok des CCG. Non mais j'aime bien, en plus il est cool. Mais j'avoue que Gwent, je comprends que si tu joues plus, il y a des subtilités et tout, mais la version jeu de société je parle, il y avait vraiment un côté de ce que j'ai vu, j'ai appris à jouer juste pour pouvoir commenter et regarder un peu les games. J'étais en mode mais c'est vraiment... en fait, tu as un deck de 22 cartes plus des bonus, tu vas piocher 10, voire entre 10 et 12 suivant tes effets, donc tu vois quand même une grosse partie de ton pack, mais si tu vois la bonne partie et ton adversaire voit la mauvaise partie, c'est ciao. Ouais. Donc... Oui, c'est variancé sur la main de départ que tu as et tu ne joues qu'avec elle. C'est ça, tu repioches quasiment pas de cartes, donc je trouve ça hyper dommage, et comme disait Sylvia, le fait que peu importe où tu joues tes unités sur les 3 lanes, c'est les points cumulés qui comptent, ça te sert à rien de gagner des lanes. Tu sais quoi cette règle? C'est nul. Je connais pas, donc j'ai pas d'avis. Normalement, tous les jeux comme ça, tu sais, c'est
quand tu as 3 plateaux, tu as un intérêt à mettre juste une unité là, parce que du coup, s'il joue rien là, ça te fait gagner un truc gratuit, tu vois. Comme à Snap, comme à Altered. Comme à Altered, enfin. Ouais, ok. Donc ouais, j'ai pas méga kiffé le bail, mais bon, c'était au moins rapide et ludique. Ouais, les gens disaient quand même qu'il y a de la rejouabilité et qu'il y a plein de trucs qui te paraissent obvious et full chat et Oui, qui sûrement. le sont beaucoup moins une fois que tu rejoues, mais bon, j'ai pas trop d'avis sur Gwen, c'est juste que en soi c'est pas des TCG, ça s'appelle Master TCG et moi je suis un gourmand, j'aimerais bien avoir plus de TCG, quoi, tout simplement. Gros big up à Marco qui faisait pas partie du Master TCG, Oui. mais en fait qui a été inclus littéralement Goat. au Master TCG. Marco, c'est un joueur compétitif de Altered que vous connaissez si vous suivez notamment des émissions comme Kaji Gear. Il est souvent présent et puis voilà, c'est un acteur de la communauté Altered qui performe régulièrement et que vous pouvez voir sur les différents réseaux qui sont liés à Altered. Et il était en fait en présentiel sur place pour pouvoir notamment coacher à la base ROF sur Altered et Marie. Et puis finalement, en fait, il est revenu tous les jours. Il passait au cast, il nous coachait tout le entraînait. monde. Il s'est un peu pris de passion pour Star Wars, donc il a beaucoup joué à Star Wars avec Pedro, parce que moi je voulais bien faire quelques games avec Pedro, mais pas 50 non plus, quoi. On a beaucoup joué à Star Wars. En fait, il découvrait des jeux et il y avait des consensus établis de méta compétitive qu'il processait pas et il disait mais ça me paraît bizarre. Moi j'ai l'impression que c'est le contraire. Et je dis viens on fait le match-up, tu vois. Et on se tapait comme ça pour essayer d'éprouver des avis qui pouvaient se faire sur les jeux, parce que c'est quelqu'un qui est hyper smart, qui joue très très bien au TCG. Ouais. Et donc c'était hyper stimulant d'avoir un gars comme ça en off, qui est toujours prêt à jouer, qu'importe le jeu, tu vois. Et qui peut justement même remettre en cause certains avis compétitifs, à tort ou à raison, mais dans tous les cas, il avait des questionnements, on éprouvait ces trucs-là, et il a permis, je pense, à pas mal de joueurs sur le Master TCG de mieux jouer en table filmée. Si globalement, il n'y a pas eu de gros bugs de procédure, de grosses erreurs en caméra par rapport à l'an passé, si tout a été plus ou moins maîtrisé sur la partie TCG, je pense qu'il y a aussi en partie grâce à Marco, donc big up à lui pour ça. C'est clair. C'est clair, le technicien de la carte qui avait juste envie de jouer à tout et qui m'a donné moi-même envie de jouer énormément à Altered. Et quand il en parle, il sait en parler. Et ça arrive. Là, on se fait un peu d'Edge of Eternities, on stream, on se régale. Je vous dis qu'il y a du Altered qui va arriver, j'ai des produits à ouvrir en plus que j'avais gardé. Il a créé en off le mythe de Dark Valdor, le meilleur pilote de l'Empire aussi. Ah ouais. T'es persuadé que... Non, mais Queenland, on va battre Dark Vador, c'est sûr. Tu bats pas Jamais. Tu bats pas Dark Valdor. Ah, putain. C'était le deck de Pedro, Queenland. Ouais, Queenland, ouais. Très bon deck d'ailleurs au demeurant. RIP Queenland. Est-ce qu'on a fini sur ce débrief du Master? Ouais, je pense. C'était cool. Allez voir, globalement. Oui, allez voir le replay. Même si on vous a donné les résultats là. En vrai, les games sont quand même cool, l'ambiance est sympa, les vannes sont drôles. Et je vous ferai un débrief deck par deck, tournoi par tournoi, pour pas prendre trop de temps sur ce podcast. Tout à fait. Allez, on passe à la news suivante. Du Mastery Pack Guardian dans pas longtemps, c'est sur Flesh and Blood, et j'ai même un petit visu. Oh là là, ça sort ce vendredi au moment où vous regardez la vidéo sur YouTube. Très prochainement, oui. C'est la sortie du Mastery Guardian Pack. Donc c'est un semi-set, un set de support qui va apporter seulement des cartes de classe gardien. C'est un set qui n'est pas draftable. C'est vraiment pour ceux qui sont fans des decks gardiens, pour pouvoir jouer un nouveau héros et mettre du support dans vos decks. C'est plutôt cool. Donc c'est sorti le 8 août et c'est des boîtes de 12 boosters aussi à préciser, c'est pas des boîtes de 24, vu que c'est hyper restreint, il y a moins de cartes que dans une extension complète, donc il y a moins de boosters et ça je trouve ça cool, ça te permet de te procurer une petite boîte à moindre coût, ça c'est sympa. Ouais, c'est clair, j'aime bien les petits formats comme ça. Je trouve que c'est quand même un peu un bad timing parce que ça arrive à un moment où Gravy Bones est un peu le leader du metagame et Gravy Bones a interdit les gameplays tall, ou en tout cas les gameplays gardiens. Ça interdit les gameplays qui bloquent et les gameplays qui frappent fort. Ouais, ça valorise plutôt les gameplays qui multiplient les petites attaques. C'est ça, parce que Gravy Bones c'est un deck qui fait des permanents morts-vivants, ce qui n'existe pas vraiment à Flesh and Blood normalement, mais certains decks font des permanents, donc des cartes qui restent sur le champ de bataille et qui peuvent attaquer à tous les tours. Et du coup, pour contrer ça, il faut des decks qui sont capables de pouvoir faire plein de petites attaques pour aller tuer justement les permanents et faire le ménage. Et les gameplay gardiens font une seule grosse attaque. Ouais. Donc, sur plusieurs permanents, tu peux pas les gérer, donc tu outrepasses et tu te fais déborder. Donc c'est bizarre, c'est un super set, le Mastery Guardian Pack, parce que ça va apporter de très bonnes cartes pour les joueurs gardiens qui pourront en profiter dans le futur. C'est pas un problème, qui vont pouvoir améliorer même leur deck maintenant, parce qu'en fait tout le monde n'a pas vocation à gagner un calling, on s'en fiche un peu finalement. Tu joues un peu ce que tu veux à Flesh and Blood. Juste en termes de timing, les gardiens actuellement sont pas mis à l'honneur parce qu'ils ont trop de difficultés à s'adapter à Gravy Bones. C'est pas leur moment. Et en plus de ça, en termes de bad timing, il y a une extension dédiée aux gardiens et aux brutes qui sort donc le 26 septembre qui s'appelle
s'appelle Super Slam et dont on vous reparlera prochainement. Il y a Super actuellement Slam. l'annonce des différents spoilers. Et franchement, le set a l'air banger. Donc tu as un peu ce truc en mode, est-ce qu'il était vraiment bien timé, support gardien, sachant qu'on a un set dédié aux gardiens et qu'actuellement, bon, bah, les gardiens sont pas ceux qui brillent le plus. Ouais. Peut-être que Selon toi, c'est... il sortait plus tôt avant Gravy Bones ou Moi, plus je tard pense. après Super Slam? Moi, je pense qu'il l'aurait dû ou qu'il était même pensé, je pense, pour sortir plus tôt avant Gravy. Hein. Ça paraît trop bizarre, là. Ok, je vois. Donc voilà, voilà. C'est vrai Maintenant, que du support pour une classe quand tu as une extension un peu dédiée juste après, c'est bizarre. Bah, Alors, du support ouais, après ouais. une extension dédiée, tu te dis, ok, donc j'ai eu l'extension et maintenant j'ai encore un peu plus. Je sais pas exactement ce qui s'est passé. Peut-être que les sachants Flesh and Blood ont plus d'informations que moi. Moi, je prends ça avec un peu plus de recul. Je suis quand même moins dans le game Flesh and Blood que tous les passionnés. Mais j'avoue que ça me paraît un peu bizarre. Effectivement. Maintenant, on va s'intéresser à Star Wars Oui. Unlimited, la méta du Galactic. Alors, qu'est-ce que c'est le Galactic Championship? C'était le premier tournoi du monde, en fait. Championnat du Il n'y a monde. jamais eu de tournoi avant dans le monde. C'était le premier championnat du monde de Star Wars. Globalement, vous pouviez vous qualifier en remportant ce qu'on appelle des PQ, donc des Planetary Qualifiers. On ne dit pas PQ en français. Bah, ouais, c'est des ProQuest, des PQ, des Pro Tour Qualifiers. C'est du PQ. C'est du PQ. Donc voilà, il fallait gagner un Planetary Qualifier ou alors il fallait se présenter au Last Chance au jour 1 parce qu'il y avait un gros Last Chance le jour 1 avec des milliers Comme de joueurs. Arcana. Comme à l'Orcana. Ensuite, vous faisiez le jour 2. Là, il y avait tous les gens qualifiés qui étaient déjà là au jour 2. Et ensuite, il y avait le jour 3 avec un top, genre, je crois que c'était un truc comme top 74 qui ont passé le cut. Into, 74. c'était un cut au point, je crois. Ah ok, d'accord. Et ensuite, un top. C'est bizarre sinon de En gros, c'est le décider day, 74. en gros, c'est le day 3, tu vois. Ouais, ouais. Ah, il faisait Day 3 et Top 8. Ouais, en même temps, ouais. Mais ça, Ah ça ouais. se fait beaucoup à Yu-Gi-Oh! En gros, tu fais jour 1, jour 2, jour 3, et jour Ouais. 3, c'est genre top 128 into top 8. Et tu sais, c'est en élimination directe, comme à l'Orcana au Disney l'Orcana Challenge. Ah oui, 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 exact. Oui, c'est vrai. La- Je suis la- trop la- habitué à Magic, mais en fait ça Non, non, existe ça largement. existe beaucoup dans C'est Magic d'autres- qui est une exception. Exactement. Donc voilà, je voulais vous parler rapidement de ce méta parce que les Galactiques, c'était vraiment le tournoi attendu pour savoir un petit peu à quoi allait ressembler le méta de Star Wars après la sortie du 7.5, qui, je le rappelle, met à l'honneur les unités Force, qui du coup valorise des cartes comme Force Row, qui sont des cartes emblématiques du 7.1 qui avaient l'air de briller. Et en fait, après les résultats du Galactique, on se rend compte, 1, que les decks Force sont pas pétés, 2, que Force Row a pas forcément d'utilité à être banni, et 3, que le format il est d'une diversité, il est varié, tu peux gagner avec tout, tous les decks Oh, sont quel bons. plaisir. C'est Duel une, Commander. c'est une folie. Je te laisse afficher le top 8 des Galactic Championship. Oui, On a ici donc les 8 meilleurs decks. On a la grande surprise de Kylo Ren Tarkington, mais quel deck exceptionnel, qui est un deck de team. Hein. Il n'y avait que 15 joueurs qui ont ramené ça. Tarkington, c'est la base. C'est la base, exactement. C'est la base. Il n'y a que 15 joueurs qui ont ramené ça sur le tournoi. Ils en placent 2 en top 8 et il y en a pas mal aussi dans les tops sont juste très derrière. chauds. Très très chaud. C'est Mertalzin qui est la version Force, infamie des decks Force, qui a remporté l'événement sur une finale d'anthologie. Je vous laisse aller la Ok. checker, elle est vraiment très très cool. Derrière, on voit qu'il y a un Queenlan qui est un très bon deck du format. Anne, qui était le deck le plus représenté sur la ligne de départ, ne place que 2 copies en top 8 et globalement, il s'est un peu fait bully tout le week-end. Ok. Donc finalement, tout Très le monde avait attendu. peur que Anne soit trop fort. Le méta vit bien. Le méta tu vois. vit bien. Le méta vit bien. Le groupe vit bien. On avait un petit deck agressif de Dark Vador parce que ça mange pas de pain. Un autre deck agressif base Dark Vador mais côté gentil avec un Han Solo pilote, Mhm. celui que tu as joué en préconstruit. Oh, Donc très sympathique pour un top 8 de Galactic. quelle grâce. Donc vraiment, vraiment un top 8 qui régale, qui fait J'adore. plaisir. On peut tout jouer et C'est- ça c'est hyper cool. C'est l'exception parce que le gars il est fan d'Han Solo, il est trop fort ou Non, ça c'est- se joue? Non, c'est comme Dark Vador, c'est des decks agressifs polarisés. Donc Ok. ça se joue. Ok, Ça ok. se joue, mais c'est pas la meilleure, même Dark Vador, c'est pas le meilleur pick pour les gagnants galactiques. Ah, ok. Mais elle Mais a ça fait peut son faire top un 8. petit top 8. Et je reviens vite fait sur ce Kylo Ren Tarkington qui a été vraiment inattendu. C'était plutôt une base verte qui était jouée avec Kylo Ren, très contrôle. Mhm. Et en fait, là, la base rouge, ça lui donnait des améliorations qui étaient beaucoup plus agressives. Et il faut savoir que le plan de jeu de ce Kylo Ren, c'est un plan de jeu exceptionnel. En gros, tous les tours, tu peux défausser une amélioration de ta main Mhm. et piocher une carte. Donc ça te permet de structurer ta main, de faire du Ouais. quality advantage et aussi un petit après-vous avec ton Ah, si tu adversaire. fais après vous quand je fais ça? Ouais, ouais. C'est hyper fort. Hein. Donc c'est plutôt... Genre, à Alter, ce serait ban, hein, je te le dis. à Alter, ça serait ban. Mais à Star Wars, il y a plein de trucs Ouais. qui font après vous. Juste taper, ça fait un après vous, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, c'est hyper sympa. Et ton leader, il se déploie à 7. Sauf que quand il se déploie à 7, vous allez dire c'est un peu tard quand tous les leaders se déploient à 5 ou 6. 5-6, ouais. Sauf qu'en fait, Kylo Ren, il se déploie à 11, même s'il faut. Il se déploie le tour où il tue. Parce qu'en fait, quand tu te déploies, tu reprends toute ta discard et Mm. tu peux jouer toutes les Oui. améliorations que tu veux sur Kylo Ren. Tu dois les payer, évidemment. Mais c'est pas grave, parce que quand tu déploies, tu as tout ton mana. Oui.
Sauf que tu as des améliorations. améliorations. À 7, mais tu payes pas 7. Je rappelle Non, pour non, les gens. juste tu le déploies à 7. C'est, Exactement. il te faut 7 ressources, mais il est gratuit. Exactement. Et tout l'intérêt de Kylo Ren, c'est que tu vas lui jouer des améliorations qui vont buffer son attaque et sa défense, mais qui vont lui permettre aussi de taper au moment où tu l'améliores. Ok. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que tu vas le déployer, le tour où tu vas faire, bah ok, amélioration, 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 j'attaque dans ta base, je mets 15 et j'ai gagné. Et quel plaisir de pouvoir avoir ce type de plan de jeu là dans Star Wars. C'était pas du tout le cas sur les 5 premiers sets. Donc c'est un deck qui est très mid-range contrôle au début, qui veut juste sculpter sa main, mettre le plus d'améliorations Contrôle possible. combo. T'es tout le temps, ouais, un peu. T'es tout le temps obligé de compter entre guillemets ce que tu as en discard, et ton adversaire est tout le temps obligé de regarder ce que tu as en discard, parce que le tour où tu déploies, tu tues. Oh, la mandale. Ouais. Comme Et ça. en fait, après le Galactique, c'est là où je veux en venir aussi. Après le Galactique, on avait peur que bah, du coup Kylo Ren devienne juste trop fort, trop push, trop difficile à disrupter. Ouais. Et en fait, pas du tout. Là, il y a plein de tournois, parce que c'est le début des Planetary Qualifiers pour la prochaine saison. Les nouveaux PQ. Et Kylo Ren vit très bien. Ok, comme le groupe. C'est pas du tout plus fort que le reste, quoi. Trop bien. C'était juste très inattendu au Galactique. Je vois que quelqu'un demande, il y a un cast de ces games. Mais regarde ça. Est-ce que c'est pas un petit cast? Il y a eu un cast des games, je voulais vous l'illustrer, au-delà de vous dire que vous pouvez aller le voir, ça a été casté en français par les joueurs des cartes sur table, c'est disponible en rediff sur leur YouTube, et ça a été casté aussi par le cast anglais, mais surtout je voulais quand même mettre en avant, au-delà de vous dire que Star Wars est un jeu exceptionnel que j'adore, auquel je vais jouer régulièrement et que je vous incite vraiment à tester parce que le jeu le mérite beaucoup trop, en France en tout cas il n'est pas assez reconnu pour la qualité qu'il a. Je trouve que le cast était vraiment pas qualitatif. Pour un Galactic Championship, c'est ton tournoi du monde, c'est assez honteux d'avoir une qualité de cast comme ça. Tu parles des casteurs? Pas du tout, je parle juste du visuel. Non, parle de. Ok. Les Parce que casteurs. quand on dit le cast, en général, c'est ceux qui castent. Je parle de l'image que je vous drop à l'écran. Du layout. C'est très très grave d'avoir une asset avec un board si petit. Les gens ne voyaient absolument pas ce qui se passe. En plus, en jour 1, la cam était floue et la zénithale bougeait. Ce qui du coup rendait l'expérience vraiment très négative. Et donc autant je n'ai que des compliments et des qualités à faire sur Star Wars Unlimited, autant pour ton championnat du monde, c'est pas possible d'avoir un rendu visuel comme celui-là. Et je trouve ça hyper dommage. En fait, je trouve que cet écran, il devrait dézoomer pour avoir cet écran. Pour on a les infos, les cartes, tu vois. Mais la majorité de la game, elle est zoomée et du coup, on voit beaucoup mieux. Bah, complètement. Je pense qu'il fallait juste agrandir le carré central, rabaisser un petit peu les cartes qui sont montrées et en fait mettre moins d'assets visuels, quoi. Là, c'était vraiment très très dur de bien suivre les games. Trop touffu, ouais. Exactement. Trop touffu, mais avec pas assez d'infos pour suivre la game sans regarder ce que milieu. Je suis un peu déçu parce que le jeu est fou. Toutes les games du Galactic étaient folles. Enfin, vraiment, tu sais, il y a des tournois où tu les suis. Bon, c'est une compétition méta attendue ou alors pas une méta très intéressante. Putain, là, c'est le prime de Star Wars Unlimited, quoi. Actuellement, je pense qu'on est au prime en termes de gameplay, de deck joué, de diversité. Ouais. Et le rendu de ce prime, c'est ça, quoi. Je le dis comme une déclaration d'amour. Je suis particulièrement frustré parce que j'aime ça, quoi. Ouais, mais je comprends. Tu m'avais envoyé quand tu regardais le cast et je t'avais dit c'est de la merde. C'est pas possible d'avoir ça. Je finirai rapidement. Pour ceux que ça intéresse, vous avez ici tous les win rates du jour 2 qui ont été compilés. Hop, c'est bon, vous avez le temps de lire. Non, mais attends, remets-le juste un instant. Pour le Galactic Championship, ça vous aidera peut-être à savoir entre guillemets où est votre deck dans le metagame et à savoir quel deck vous pouvez pick pour partir en tournoi évidemment. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez mettre pause sur cette vidéo pour les voir, mais sinon je vous mettrai le lien en description pour ceux qui sont sur YouTube et qui veulent pas couper le podcast, mais que cette donnée-là, elle est dure à trouver et donc du coup elle est très pertinente, je vous la donne, vous n'allez pas trouver ça partout. Donc je vous mets le lien, je pense que ça peut vous intéresser et vous voyez notamment que Han Solo, qui était le deck le plus attendu du Galactic Championship, a posté un bon 45% de win rate, ce qui est quand même exécrable. Nul. Et le meilleur deck de ce Galactic Championship, c'est un deck très contrôle qui s'appelle Eden Versio, qui est un leader du 7-1 à 63% de win rate. Mais qui était peu représenté, je suppose. Qui était quand même un peu qui était quand même un peu représenté, mais effectivement qui n'était pas le plus représenté. Ouais. Et on a Sabine, le bon deck Sabine, pareil, présent depuis le 7-1, qui est à 58% de win rate. Ça reste le meilleur deck aggro du format. Ah ouais. Et pourtant 0 en top 8. Excellent. Ouais, mais beaucoup dans les tops d'avant, quoi. Donc vraiment, t'es bon. Très, très bon. Et Kylo Ren qui fait un bon 59% parce qu'il a vraiment roulé sur la concu, quoi. Ouais, pas mal. Donc c'était divin. Vraiment, en ce moment, on vit une période de Star Wars, mes amis, qui est monumentale. Grandiosa. Petit instant, la belle carte. Qu'est-ce que tu nous as ramené? Alors, hop, j'ai laissé ça dans mon sac. Donc vas-y, prépare la tienne plutôt le temps que je sorte la mienne. J'y vais, je peux la présenter. J'ai pas le Mac sur les genoux. Vas-y. Petite carte alterde, et oui, petite carte alterde, je vous dis là que je vais m'y remettre. Bon, c'est pas avec ça que je vais m'y remettre, parce que ça c'est
D'où cadeau de l'ami Marco. Marco, il est venu avec plein de petites cartes et il nous disait bon, si vous voulez, vous pouvez en prendre une, quoi. Juste trop sympa. Et là, on a. Ah, il est à l'envers en plus, extraordinaire. Un petit Warou. Warou édition promo 2024 qui est fort joli. Essayez pas de le scanner, hein, il est déjà scanné dans sa collecte. Et du coup, il est très beau. Très beau ce petit Warou. Il m'a demandé c'était quoi mon héros préféré. Je lui dis bah, j'aimais beaucoup Warou, non pas pour le seul type qu'il a joué quand c'était craqué, mais parce que c'est le premier héros que j'ai testé non basique lorsqu'on a découvert le jeu. Et j'avais adoré le gameplay, même s'il était très compliqué. Et du coup, bah, il a sorti ça de sa besace et il me l'a donné. Donc je suis très content d'avoir cette petite promo Warou, qui est, même si ça se voit pas parce qu'il n'y a pas de texte, pré-errata. Ouais. Donc particulièrement plus rare. Petite rareté supplémentaire, voilà, même si maintenant, si je jouais cette carte-là, ce serait la même que les autres, puisque elles sont toutes erratées. Très joli le petit Warou. Marco, tu régales. Ouais, merci Warou, merci Warou. Merci Warou. Marco aussi. C'est Warou qui m'a offert Marco. Qui m'a offert Fen, qui est mon leader préféré, donc gros big up à lui. Il avait sa petite besace de cadeau, il nous a régalé. Je vous montre, pour continuer, moi sur la collection Pokémon que j'avais commencé à vous présenter la dernière fois, je vous montre une de mes, je pense une des plus belles cartes que j'ai dans ma collection. C'est un Gengar X, donc le bloc X, c'est le bloc qui est en train de flamber là depuis des années et que tout le monde s'arrache. Donc lui, il vient de l'extension Rouge Feu Vert Feuille, illustré par Mitsuhiro Arita, avec le magnifique Galaxy Foil que l'on aime tant sur Magic, mais en même temps il vient de Pokémon. Et donc ça, c'est une carte, pour la petite histoire, que j'ai achetée sur eBay en loose avec des taches de crasse dessus. Ah, celle que tu as nettoyée? Que j'ai nettoyée et que j'ai envoyé grader pour avoir un joli 8. Donc j'ai payé ça 70 € à l'époque. Je peux vous dire qu'on n'est pas loin du x10. Putain. Donc ça, c'est la belle anecdote de... T'achètes une carte en loose qui a l'air cracra, mais tu sais, j'ai vu sur la photo en mode, il y a des taches de crasse, mais le reste est propre, quoi. Ouais. Moi, je peux pas me payer un Gengar X. Vas-y, celle-là, je la prends, je la lave. Avoir un 8 comme ça, ouais, c'est ouf. Hein. Ouais. C'est ouf. Donc, le Gengar. Anecdote assez sympa, quoi. Je m'étais vraiment renseigné sur Internet comment enlever une tache de crasse sans altérer la qualité de la carte. Et en vrai, ça a marché, quoi. Oui, un petit Spiruli très joli. Il y a un petit Spiruli, sa main. Ça donne encore plus de valeur pour les collectionneurs qui recherchent ça, quoi. Tiens. Magnifique, c'est une de mes cartes préférées. J'adore Ectoplasma, évidemment, et donc je suis très content d'avoir ce type d'item-là. Ça fait plaisir. Ensuite, on parle de One Piece. OP12, ça arrive très bientôt. Ça arrive fin du mois, dans 2 semaines. Ouais. D'ailleurs, 22 août. Dès qu'on aura les... C'est vrai qu'on n'a même pas fait de promotion label carte, mais en gros, si jamais vous êtes hype comme je suis hype par Star Wars... On l'a fait au début. Oui, mais du coup, c'est bien d'en parler quand on parle aussi des TCG en particulier. Si vous êtes aussi hype que je suis hype par Star Wars, il nous reste des displays chapitre 5, qu'elles soient collector ou non collector, sur labelcarte.fr. Et donc pour OP12, actuellement, elles ne sont pas encore en précommande. On attend d'avoir nos quantités. Et quand nos quantités sont définies, on les listera sur labelcarte.fr. OP12, ça arrive le 22 août 2025. Ça va chambouler le méta, notamment avec l'arrivée de Zoro mono vert. Ouais, et de Rayleigh rouge. C'est ça. Et on attend la banlist japonaise début août. Oui. C'est marrant parce que la banlist japonaise, les gens spéculent sur un ban de Luffy, notamment Luffy bleu-violet. Ouais. Alors que nous, actuellement, le méta n'est pas trop centré autour de lui. Il est très ok, non. En Europe, la méta est beaucoup plus éparse. Un peu plus recentrée sur aggro, mais un peu moins. De toute façon, quand c'est aggro, les decks qui cassent aggro, ils reviennent, etc. De toute façon, aggro, en fait, ça fait naturellement partir Luffy Blurple. Ouais. Donc tu as Bello Betty et Trafalgar Law, qui est quand même timide, mais qui est toujours là, jaune-vert. Bello Betty jaune-rouge. Donc jaune aggro qui est très présent, bizarrement. Je ne sais pas du tout une couleur d'agression, j'aurais dit de base, mais couplé avec autre chose, ça marche bien. Donc c'est pour ça. Est-ce qu'il va vraiment y avoir un ban de Luffy au Japon? Je ne sais pas trop. Et est-ce que du coup la France va suivre le ban de Luffy? Enfin l'Europe, pardon, je ne sais pas. Ouais, parce que pour l'instant les banlists ne sont pas les mêmes. Ouais. Donc ça nous donne juste une indication parce que eux ils sont déjà en OP12. Ouais. Donc peut-être que Luffy reçoit du support en OP12 par exemple et qu'il est très costaud. De mémoire, c'est pas le cas. Je pense pas. De ce que j'avais vu, de toute façon, c'était Rayleigh et Zoro qui étaient très présents en top à partir d'OP12. Mais sur les tournois récents au Japon, effectivement, le Luffy rouge, bleu-violet était très présent, très puissant. Genre particulièrement récemment. Donc peut-être qu'ils se disent,
Ah, quand même, il est fort ce Luffy, on lui met un petit coup, je ne sais pas. Peut-être qu'au Japon, ils se refusent à jouer des trucs comme Bello Betty, ou alors ils n'ont pas forcément Ils détestent. Ah, Bello Betty, plutôt crevé. Non, mais tu vois, ils l'ont peut-être pas trouvé, ou ils n'ont pas cette culture de jouer des decks aggro comme ça et tout. Ils sont peut-être pas assez fans du personnage, peut-être que ça joue beaucoup à l'affect et tout, je sais pas trop, mais globalement, c'est pas dit qu'on ait besoin d'avoir ce ban-là, nous, en Europe. Et quand on voit notamment, j'enchaîne avec le top 4 à l'Europe, il y a eu le week-end passé le EU Final, quoi, qui est donc le plus gros tournoi européen de One Piece de l'année. Et dans le top 8, il n'y a aucun deck Luffy. Ouais. Tu peux l'afficher, on a carrément le bracket. J'ai le top 8 en tout. Ouais, oui, on a tout le top 8 qui a été remporté par Teach, et ça c'est vraiment inattendu. De derrière le fagot. Par un joueur qui s'appelle Victor, incroyable. On a quand même 3 Bello Betty dans ce top, un Marco le Phoenix, ça paraît inattendu au possible. Ah oui, j'ai vu ça, j'ai halluciné. Et après derrière, gros big up à Nico qui, à mon avis, a pété sa braguette quand il a vu ça. Bonnie et Smoker dans le top 8. Donc deck très défensif. Smoker a un peu plus mid-range, mais qui reste très très défensif. Et un deck Kid. Ça, c'est très inattendu aussi. Kid jaune. Ouais, c'est fou. Tu te rappelles, je te l'avais envoyé, je t'ai dit, tu penses qu'on peut faire un truc avec ça? Ouais. C'est hyper inattendu, mais là, on est quand même sur la plus haute compétition européenne, donc c'est pas des peintres, c'est que des mecs qui sont hyper chauds au jeu. C'est Kid au P10, hein, c'est ça? Et c'est un... Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est un top 8 qui est pour le coup assez inattendu et qui justifie pas du tout un ban de One Piece. Marco le Phoenix. Marco le Phoenix, qu'est-ce quoi. qu'il fait? Mais tu sais, c'est pas un gars qui a fait 3-4-0, c'est un gars qui s'est enchaîné 12 games, quoi. Et il fait quoi, Marco le Phoenix? Je me doutais que tu savais pas. Je ne sais pas non plus. Eh ben, incroyable. Je suis ravi pour Teach, qui était vraiment un peu tombé en désuétude là avec la sortie d'OP11 et les ST, alors qu'il reçoit un peu de support dans ST, bon, qui est quasiment pas joué, mais il reçoit un peu de support, et bah écoutez, il vient, il remporte l'événement, donc trop fort. Franchement, GG. Franchement, bien. Bien. Bon, ça reste quand même Bello Betty plutôt c'est la star. Voilà, la star du format, bien sûr. Parce que Bello Betty est en finale quand même. Bello Betty est en finale quand même. Mais ouais, franchement, Blackbird qui gagne, je me suis dit, ça y est. J'aurais pas parié dessus. Hein. Non, c'est clair. En plus, c'est pas très bon contre aggro. Pas spécialement bon. Non, ils ont quand même... que c'était trop fort, que ça défonçait aggro, moi. Et je suis en mode, en fait, il a eu un nouveau support en OP11 qui change tout. Il a des counters 2000 qui sont bloqueurs pour 1. Parce qu'en fait, il y a une carte Caribou qui, en ETB, te fait défausser 2 cartes de ta main. Ouais. Spoiler, t'as pas d'ETB dans Blackbird. Pas de ce qui fait que du coup, t'as 4 counters 2000 en plus, ce qui est bien contre aggro. Ouais. Mais surtout, t'as pour 1 mana, un bloqueur, flat. Putain, ça, il y a quasiment aucun jeu qu'à ça. Ah ouais. Et donc, c'est ça qui redresse beaucoup son match-up agressif. Ok, parce que moi, on parlait des spells, genre le spell à 6 qui gère 2 bêtes, et je me dis, effectivement, contre aggro qui a des petites bêtes, c'est bien. Ouais. Mais c'est 6, quoi. Genre, aggro, tu mets 2 bêtes Eni avec Bello Betty, tu mets plein de dons, j'attaque. J'ai pas fait les match-up, mais je peux imaginer pourquoi c'est bien. Et au-delà de ça aussi, il y a un autre truc qui favorise, je pense, Blackbird contre les match-up aggro, c'est qu'il est obligé de piocher beaucoup pour entretenir sa mécanique de leader. Sauf qu'en fait, contre aggro, tu pioches beaucoup et t'as pas besoin de faire ta mécanique de leader. Ouais. Donc tu te retrouves juste à... T'as beaucoup de value. Voilà, à garder, à avoir du card advantage. Et donc du coup, tu peux beaucoup plus counter. Donc ça m'étonne pas tellement que ça puisse s'en sortir contre ça. Ok, ouais. J'aurais pas dit, je me suis dit en vrai, jusqu'à ton bloqueur à 12 000, c'est quand même chaud. Mais parce que tes bloqueurs, ils tiennent pas la route. Ouais. Non, mais maintenant, t'as Caribou qui tempo et tu fais beaucoup de CA. Effectivement. Donc non, très très cool. Ça me plaît beaucoup. Je pense que je vais retester un peu le Blackbird, là, ça m'a hypé. Et on finira sur Reefbound. Dès qu'on a des news, évidemment, on vous en donne. De toute façon, on va en avoir de plus en plus jusqu'à l'arrivée du jeu le 31 octobre. Ouais. Et justement, là, il y a eu la plus grosse précommande jusqu'alors ouverte sur le site officiel de Riot. Il fallait identifier en Riot, d'ailleurs, pour se connecter, pour acheter, etc. C'était à 18h lundi dernier. Lundi ou mardi? Lundi. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le site était cassé. Eh oui, parce qu'énormément de gens, c'était limité. Fort heureusement, on pouvait ajouter, je crois, des petits decks, un peu toute la gamme en fait. Et les displays, c'était 2 par personne. Et j'ai essayé d'avoir des displays, je n'ai pas pu parce que à chaque fois que j'ajoutais au panier, ça devenait grisé, il se passait rien. En boucle, le site qui moulinait, il se passait rien. Et au bout d'un moment, je crois qu'au bout d'un quart d'heure, j'ai dit bon, je vais pas rester devant jusqu'à ce que, ciao. Je suis revenu 10 minutes plus tard, donc à 18h25, 30 à peu près, sold out. Ciao. Donc moi, c'était soit je peux pas acheter, soit il y en a plus. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, ça a été dispo pour des gens qui ont pu cliquer et que le site a vraisemblablement été pris d'assaut. Est-ce que ça annonce déjà un succès de fou ou est-ce qu'il y a cette espèce de FOMO
ou de scalping préventif, pourra-t-on dire, de j'achète au cas où il n'y a pas les quantités? Je pense à un mix des deux. En Ou fait, un mix tu des deux. peux, tu peux estimer la hype et le succès de fou aussi à, comment dire, le pourcentage de part d'internet que prend Riftbond dans le TCG. Mhm. Et là, moi, toutes les chaînes TCG que je suis parlent de Riftbond, quand bien même c'est pas leur TCG principal. Il y a carrément des chaînes de TCG qui font des vidéos dédiées à Riftbond. Et donc Ouais. ça, tu peux mesurer l'attente et le succès que va avoir le jeu. Après qu'il y ait du FOMO et du scalping derrière, probablement, sur chaque sortie de nouveau jeu à grosse licence, il y en a. Mais je vois pas comment le jeu n'a pas de succès. Ah oui, non, mais je doute pas que ça va en avoir, mais Non, mais est-ce il n'est que pas hyper successful. Même. est-ce qu'il y a le côté acheter maintenant et du coup les gens Et en fait achètent dans le doute et ça crée un faux succès entre guillemets? en plus, ils ont plein Ou est-ce d'annonces que qui sont hyper attendues des joueurs, notamment une discussion qu'on avait où je me demandais à quel point ils vont essayer d'impacter le TCG dans l'e-sport, le faire Mhm. venir dans leur écosystème et tout, et ça, ils l'ont annoncé. Ouais. Ce que j'attendais, ce truc de non, non, nous, on sait gérer l'e-sport, on sait gérer les gros cash prize, on sait gérer les gros tournois, on sait, et on veut vraiment essayer d'e-sportiser, un petit peu ce qu'a essayé Magic à l'époque avec la MPL. Ouais. Je crois que Riftbond a cette volonté d'essayer de mettre ça en place aussi, enfin, en tout Avec cas, une ligue de joueurs pro? je sais pas exactement de quelle manière, ok. mais en tout cas de d'e-sportiser au maximum Ouais. leur TCG. Oui, bah, juste faire que ce soit bien casté, bien lisible. Et je sais pas Que s'ils n'ont ce pas soit vocation à dispo. peut-être aller plus loin, tu vois, on pourrait imaginer pareil de la ligue fermée, on pourrait imaginer des équipes. Ouais, bah de toute façon, si tu veux e-sportiser un TCG, c'est déjà que ce soit bien retransmis, hmm, que ce soit bien pubé, c'est-à-dire que quand tu lances League of Legends, tu as une pub en gros, genre suivez complètement. le tournoi Riftbound en direct, Tu machin. puisses créer du storytelling avec tes joueurs pros. Voilà, tu racontes des histoires sur tes joueurs, c'est pas genre ah, c'est Harry qui a Mais gagné. tu Non, vois, non, c'est tel joueur qui jouait Harry, je vois bien avoir des joueurs pros des de Riftband ligues. qui rentrent dans des structures e-sportives, par exemple, ce qui n'est pas le cas actuellement sur des TCG. Tu peux, après, vu les annonces récentes sur la faisabilité de jouer en ligne, c'est quand même très contraire à e-sportiser ton jeu d'avoir ce parti pris-là. Donc, c'est quand même bizarre de dire nous on sait faire, on va le faire, et en même temps, le côté le plus évident de l'e-sport d'un TCG, lui tirer 2 balles en fait. Bah attention, là ils ont demandé à ce qu'aucun support numérique ne mette en avant le jeu, mais ils n'ont pas dit que eux ils n'en feraient pas un, tu vois. Bah, à la base, ils avaient dit c'est ok jusqu'à ce que nous on en fasse un, Ouais. et on vous communiquera si c'est le cas. Hmm. Et là, ils ont juste dit non. finalement, c'est pas ok. Ouais, ils se gardent Et ils ont peut-être, pas dit. ils se qu'ils en gardent feraient un. probablement l'effet d'annonce quand ils veulent. En fait, c'est trop bizarre. Je trouve que shutdown un truc pour annoncer une bonne nouvelle, c'est du coup minorer la puissance de ta bonne nouvelle. Mm. Moi, je comprends que si jamais, je dis pas que c'est en préparation, mais si ça l'était, je ne l'aurais pas annoncé au même moment qu'au moment où je dis à la terre entière, ah ben vous pouvez pas jouer à Riftband, tu vois. En vrai, si tu dis un soft officiel, ça n'a pas lieu d'être les autres softs, donc il n'y a pas de galère. Pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, ils ont annoncé récemment que justement Pixelborn, le soft sur lequel on pouvait jouer à Riftband gratuitement avec les cartes révélées, donc toutes les cartes maintenant, avait été accepté, toléré avant. Et là, ils ont refait un communiqué pour dire que tous les softs et autres sites qui mimiquent le jeu, même si c'est gratuit, etc., même si c'est complètement accessible, étaient interdits de leur part. Du coup, Pixelborn va fermer le 8 août normalement, et en gros, ils encouragent à faire des sites genre d'inventaire de cartes, de deck building, etc. Ce qu'il y a normalement dans tous les TCG. Enfin, ça, ils n'ont pas besoin de le dire, hein, ça existe, qu'ils le veuillent ou non entre guillemets. Et par contre, tout ce qui permet de mimiquer le jeu, c'est on joue avec les vraies cartes sur une table. Ouais. Et je comprends ce parti pris. Le truc, c'est que comme tu dis, ils annoncent beaucoup le truc e-sport. Je trouve que c'est vraiment, sur le timing d'annonce en tout cas, très rapproché et très... le jeu e-sport, jamais tu le vois Moi, sur un PC pour l'instant. Il y a deux choses différentes. Il y a ils peuvent e-sportiser le jeu sans forcément avoir de soft numérique. L'idée, c'est juste que... Ouais, mais c'est dommage. Peut-être. Mais c'est juste que, entre guillemets, tes joueurs, ils font partie d'une structure, il y a une ligue interne qui est hyper retransmise, qui draine, entre guillemets, une grande partie de tes joueurs casual à regarder ces événements-là. Et en gros, que ce soit des événements papier ou numériques, globalement, ça se fait quand même, tu vois. C'est juste l'écosystème qu'eux, ils ont sur des jeux vidéo, ils essayent de l'amener aux cartes. Moi, je le souhaite, on verra bien s'ils le font. Et deuxièmement, je sais pas s'ils vont créer un soft numérique, ils l'ont pas annoncé, donc je ne peux que présupposer. Mais en tout cas, ça me semble pas déconnant de d'abord shutdown et annoncer ensuite. Mais cela dit, je suis déçu qu'ils aient shutdown Pixelborn parce que sinon j'aurais pu tester au mois d'août et Il y notamment aurait une 4e chaîne YouTube, ça aurait été fou. Eh ouais, on va les PL Riftband et faire.
En plus, j'attendais. Je me suis dit, j'attends le Master TCG avant de tester Riftbound. Pareil. Non. Ouais, on pourra pas, mais c'est pas grave, on patientera comme tout le monde au mois d'octobre. On aura un mois d'août moins carteux et c'est pas très grave. Tout à fait, mais c'est quand même dommage, je trouve, d'interdire ce genre de truc. Et j'ai vu la réaction du coup, hein, j'étais sur Twitter quand ils ont annoncé ça, genre quelques minutes après, et je suis allé voir la réaction au post officiel. Les gens sont deg. C'était que des gens deg, de la haine, des gens qui disaient ok, bah, vous venez de tuer votre jeu avant qu'il sorte, vous vous rendez pas compte du mal que ça a fait à l'Orcana de ne plus avoir Pixelborn. Et là, en fait, déjà, les gens, en fait, c'est même pas que les gens n'ont pas eu le temps de se mettre dessus, ils testaient le jeu, ils faisaient des tournois. Il y avait déjà une communauté active de on savait Riftbound. déjà quels étaient les meilleurs decks. Bam, ciao. Du coup, là, il y a énormément de gens dessus. Et en fait, la licence fait que ça va quand même marcher. Il n'y a pas de galère. Mais ils ont diminué leur propre succès en interdisant ça trop tôt, je trouve. Ouais. À moins qu'ils annoncent leur soft, comme tu dis, dans les 2 mois. Mais comme l'Orcana, qui ont diminué leur succès, à la sortie de Pixelborn, il y a énormément de gens qui ont quitté le navire. Alors, pas les familles, pas les collectionneurs, pas les Disney enthousiastes, mais les joueurs de TCG et les créateurs de contenu qui ont arrêté de faire du contenu aussi. Quand tu l'interdis plus tard dans l'Orcana, du coup, le succès, il est déjà là. Tu vois, genre, t'as déjà lancé le jeu, même si ça fait beaucoup de mal au jeu. Alors que là, quand tu as cet effet de montée, et puis avant qu'il sorte, au fait, non. Eh ben, c'est pas le même effet, je trouve. Hein. Ouais. C'est plus impactant. Ouais, écoute, on verra bien. Je pense qu'ils s'en sortiront quand même et qu'ils se sont dit autant tuer ça dans l'œuf maintenant avant que ça nous pose plus de problèmes plus tard. Comme je le disais, le jeu aurait pu être une belote moins bien, genre les mêmes règles, ou même encore pire, un truc vraiment à chier. Ça aurait marché, ça aurait été un succès commercial de fou. Et les gens auraient dit putain, le jeu il est pas très bien. C'est pas grave, les gens qui veulent les cartes avec leurs personnages préférés, ils auraient dévalisé les stocks. Donc en fait, ils n'ont pas besoin de faire un bon jeu pour vendre. Ils ont besoin de faire un bon jeu pour continuer de vendre et qu'on parle du jeu. Et ça, je pense qu'ils ont fait un bon taf, puisque tous ceux que j'ai entendus tester le jeu étaient en mode le jeu est très bon. Tout le monde en dit que du bien. Donc ça, je leur fais confiance. Par contre, ça, du coup, faire que la création de contenu et le testing de cartes soit beaucoup plus difficile. Le testing de deck. Je joue à des jeux comme One Piece et Star Wars qui ont des softs non officiels. Alors oui, ils sont pas officiels, oui, ils sont pas soutenus par l'éditeur, oui, il y aura jamais de tournoi officiel dessus. Mais au moins, si tu veux tester un deck, tu peux, c'est gratuit et ils ont pas fermé. Et ça fait plaisir. Effectivement. Voilà. Sinon, pas d'autres news sur Riftbound, à part les cartes numérotées, donc les Overnumbered. Enfin, elles sont pas numérotées, mais c'est les cartes signature, tu sais. Ouais. Qui du coup ont toutes été révélées avec la sortie en Chine récemment. Ça me rappelle Dragon Ball Super Card Game. C'est esthétique d'avoir des cartes signées comme ça. Je crois qu'elles existent en signé et non signé. Ouais. Donc tu peux la drop comme ça, c'est déjà un bon hit. Et en plus, t'as la version signée. Ok. Ce qui est assez cool. Bon, voilà, faut être fan de LoL, hein, sinon les skins vous prendront pas spécialement. Mais le skin de Lee Sin, où il est en mode lunettes de soleil de dos, veste avec le dragon doré dans le dos, là, c'est assez extraordinaire. Je connais pas, je saurais pas je te le dis, c'est bien cool. Bien, je dis. Ok. Très inspi Bruce Lee. D'accord, ok. Voilà. Écoutez, c'est la fin de ce podcast. Ouais, je crois qu'on a fait le tour. Oui. Il y avait pas mal de choses à dire, notamment sur Magic, mais aussi sur la partie multi-TCG parce qu'on a débriefé le Master. Merci à tous de nous avoir écoutés. Profitez bien de votre week-end en écoutant ce délicieux podcast. Et nous, on se retrouve dans 2 semaines. Exactement. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde. Ciao bye. Tout le monde.